Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Focus aujourd'hui sur cette date clé, le 11 septembre, une journée internationale de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, l'une des priorités du Maroc, qui a su se distinguer par son approche globale et multidimensionnelle. Le Maroc affiche l'un des niveaux de sécurité antiterroriste parmi les plus élevés au monde, grâce aux nombreux efforts déployés par le Royaume au niveau sécuritaire, religieux et socio-économique. Qu'est-ce qui fait la force de la stratégie sécuritaire du Maroc? Sur quoi repose l'approche antiterroriste marocaine? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, M. Nizar Deldabi, vous êtes professeur à l'école de guerre économique à Rabat et ancien officier supérieur de la gendarmerie royale. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc, nous le savons, la stratégie sécuritaire, en tout cas marocaine, est forte, une stratégie efficace qui a su, en tout cas, porter ses fruits ces dernières années. Sur quoi repose-t-elle exactement? Alors, c'est une stratégie longuement étudiée, longuement pensée. Elle a été le fait des attentats du 16 mai 2003 qui ont constitué une onde de choc véritablement pour le pays, mais aussi pour l'opinion publique nationale. Le Maroc est connu pour ses fondamentaux de sécurité. C'est un pays qui est stable sur le plan politique, stable sur le plan sécuritaire. D'ailleurs, c'est un pays qui participe énormément dans les efforts de maintien de la paix dans des pays en Afrique. Je vais citer la RDC, la Centrafrique, etc. Mais le Maroc a été surpris au même titre que l'ensemble des pays à travers le monde. La menace terroriste, c'est une menace récurrente. C'est une menace complexe, difficile à identifier. Et donc, le Maroc avait fait la funeste expérience de subir ces attentats. Et depuis, le Maroc n'a cessé de monter en puissance dans sa stratégie, comme vous l'avez dit, multidimensionnelle, pour apporter une réponse efficace à cette menace qui fait partie de notre quotidien. Une menace existante dans le monde entier aujourd'hui. Le Maroc donc appelle à adopter une approche qui soit holistique, intégrée et multidimensionnelle. Que faut-il faire pour rassembler ces piliers-là? Alors en fait, depuis tout le temps, la réponse à la menace terroriste a d'abord été une réponse sécuritaire. C'est la réponse qui nous vient tout de suite à l'esprit. Donc des cellules terroristes qui vont peut-être s'employer sur le territoire national. Donc la réponse vient d'abord par le domaine du renseignement. Le renseignement, c'est quoi? C'est l'anticipation. Essayer de prévenir ces attaques avant qu'elles n'aient lieu. Et puis ensuite, une réponse judiciaire. Ça veut dire au cas où une attaque a lieu, il faut essayer d'identifier les auteurs, démanteler la cellule pour éviter que cette cellule ne commette d'autres attentats. Seulement, le Maroc a bien compris que la complexité de cette menace est qu'on ne devait pas attendre la survenance d'une attaque terroriste pour passer à l'acte. Je rappelle le contexte des attaques de 2003. Ce sont des jeunes de bidonville, Sidi Moumen. Donc ce sont des jeunes Marocains. Ce n'est même pas une menace qui a été importée par d'autres pays, la Syrie ou d'autres cas. Donc ce sont des jeunes Marocains qui, face à la précarité, à des conditions socio-économiques difficiles, se sont endoctrinés par le contact avec des prêcheurs, des prêcheurs islamiques, salafistes, et qui sont passés à l'acte. Donc au lieu d'attendre la survenance d'une attaque, le Maroc a compris qu'il fallait attaquer le mal à sa racine. À sa source. Exactement. Donc l'anticipation, tout se joue au niveau de l'anticipation et puis cette réponse judiciaire dont vous parlez. Vous avez parlé de facteurs économiques, socio-économiques et justement, depuis donc 2003, le Maroc a déployé un certain nombre d'efforts, un certain nombre de programmes qui ont été lancés pour lutter contre la pauvreté, la vulnérabilité, la précarité. Pouvez-vous nous parler de ces programmes? Alors comme je vous l'ai dit, le cas de 2003, on s'est rendu compte que ce sont des jeunes qui n'avaient pas d'espoir en l'avenir. Donc, d'où, si on se remet un peu dans le contexte, dès l'ascension de Sa Majesté le Roi au trône, un des axes prioritaires, ça a été l'INDH. L'INDH, pour essayer de combler ce fossé, ces disparités qui existent, par exemple, entre le monde rural et le monde urbain, mais également entre les banlieues des grandes villes marocaines, dont Casablanca, où on avait enregistré un certain nombre de disparités, une présence, je vais dire, pas équitable des services de l'État, comme les services de santé, etc.
et l'initiative de l'INDH qui a donné énormément de résultats a été faite aussi pour essayer de combattre la propagation de ce discours radical dans un terreau fertile de pauvreté. Ça a donné beaucoup de résultats et ça a inspiré également beaucoup de pays en Afrique. En plus d'un discours religieux tolérant, bien évidemment. Exactement, ça c'est un autre axe, parce que le Maroc s'est efforcé d'articuler la réponse sur l'axe sécuritaire, j'en ai parlé, mais également sur l'axe idéologique. C'est que les défenseurs ou bien les mouvements terroristes et islamistes essaient de propager une vision, une idéologie de l'islam qui n'est pas celle de l'islam marocain, qui repose sur le madhab maliki, qui est le madhab le plus tolérant dans la religion islamiste. Et donc, cette réforme du champ religieux visait à combattre la propagation et l'encadrement du discours islamiste. Maintenant, ce sont les structures du ministère des Habous qui encadrent la formation des imams, qui étaient à l'époque livrés à eux-mêmes, et donc livrés à des mouvances salafistes et fondamentalistes qui ne font pas partie de l'histoire, de l'identité même religieuse et culturelle du Maroc. Des programmes donc socio-économiques et un encadrement du discours religieux, ce sont les forces en tout cas de cette stratégie marocaine. Parlons maintenant de l'épicentre du terrorisme qui se situe aujourd'hui au Sahel. Pourquoi cette région est particulièrement fragilisée ? Alors, il y a des facteurs purement géopolitiques et il y a aussi des facteurs que je dirais relatifs à ce qui s'est passé en Libye. Alors, je remets un peu le contexte, c'est que ce qui se passe actuellement dans le Sahel, c'est un peu le remake de ce qui s'était passé avec la création, la montée en force de Daesh entre la Syrie et l'Irak entre 2011 et 2013. Donc, il y a une certaine... c'est que dans ces pays du Sahel, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les forces armées de ces pays, au vu de l'étendue du territoire, ils n'ont pas la maîtrise de tous les territoires. Ce qui profite à des groupes terroristes affiliés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique, qui ont pris une possession territoriale sur le terrain. Ils contrôlent des zones de terrain, des villages, ils administrent la vie au quotidien. Des groupes séparatistes. Exactement. Et donc, le problème qui est aussi géopolitique, c'est que suite à la chute de Kadhafi en Libye, le démantèlement des forces armées, il y a eu une guerre civile, il y a eu un grand nombre d'entrepôts d'armement qui ont été livrés au pillage et toutes ces armes se sont retrouvées dans le Sahel, entre les mains à la base de contrebandiers, de trafiquants illicites dans le domaine de la drogue, dans différents autres domaines, et sous l'impulsion des groupes terroristes qui sont Al-Qaïda et Daesh, ils ont utilisé ces armes pour avoir une emprise territoriale et pour administrer des territoires. Donc actuellement, la zone du Sahel est véritablement, comme vous l'avez dit, l'épicentre du terrorisme dans le continent, mais aussi l'épicentre mondial. Ça a bénéficié aussi de facteurs géopolitiques externes, comme le déclassement de la France. Il y avait, je rappelle, une présence militaire française à travers l'opération Barkhane, suite à des choix souverains du Mali, du Burkina Faso et du Niger qu'on comprend parfaitement. Ils ont demandé à la France de quitter le territoire et par la même occasion, ce sont des forces militaires qui ont quitté et ça a profité en quelque sorte à ces groupes terroristes qui se sont renforcés territorialement. Ça a aggravé un petit peu la situation. Exactement. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que séparatisme et terrorisme vont de pair. Exactement. Là où il y a le séparatisme, il y a multiplication d'attaques terroristes. C'est tout à fait ça. Vous avez lié l'aspect idéologique à un aspect purement militaire et de gestion du territoire. Parce que finalement, les groupes terroristes, je donne des rappels, c'est que les premiers chefs terroristes qui étaient au Sahel, c'était d'abord des trafiquants, dont Moukhtar Belmokhtar, l'Algérien. Donc le but pour eux d'abord, c'est d'avoir un trésor de guerre pour financer leur opération terroriste. Et c'est de la criminalité qui se mêle au séparatisme et qui a pour but juste le contrôle d'un territoire, bien sûr, avec la propagation du discours radical et du discours islamiste. Quelle réponse apporte aujourd'hui le Maroc pour stabiliser cette zone ? Alors, le Maroc, comme je vous l'ai dit, dès 2003, a compris que le problème était global. On ne peut pas lutter
contre les terroristes uniquement par l'aspect sécuritaire et judiciaire. Donc j'ai parlé de la réforme du champ religieux, de l'aspect socio-économique. Il y a aussi un autre volet qui est important, c'est la radicalisation dans les milieux pénitentiaires. Le lendemain de l'attentat de 2003, ce sont presque 1000 détenus qui ont soit participé directement aux attaques de Casablanca, soit qui ont participé à la propagation du discours radical, qui se sont retrouvés dans les prisons du jour au lendemain. Et la DGAPR, qui a fourni d'énormes efforts pour gérer cette nouvelle, profil de détenus, parce que les profils classiques, ce sont des criminels normaux qui vont de la criminalité à la délinquance. On a géré un nouveau type, un nouveau profil de prisonniers qui constituait un danger de radicalisation pour les autres. Et il fallait faire en sorte que durant leur cursus ou bien leur processus à l'intérieur de la prison, on arrivait à les déradicaliser. Parce que s'ils sortaient après avoir subi leur peine, avec la même idéologie, ce sont des bombes humaines que l'on va remettre sur la voie publique. Donc il y a cet aspect, si vous permettez un dernier aspect, c'est celui qui est très important, qui est l'intensification de la coopération internationale. Justement, oui, pour conclure, oui, parce qu'il ne nous reste que moins d'une minute. Allez-y. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme je vous l'ai dit, la menace terroriste, elle est globale. Et on a vu, je donne un exemple très frappant pour essayer de mettre les chers téléspectateurs dans la situation, c'est que les attentats qui ont eu lieu à Paris en 2015 du Bataclan, la cellule terroriste a pu être identifiée, a pu être localisée grâce à des renseignements partagés par nos services de renseignement marocains. Donc d'où l'importance du volet de la coopération, parce que la menace ne connaît pas de limite territoriale. Il y a des diasporas, il y a des échanges, les réseaux terroristes communiquent, collaborent entre eux. Il faut qu'à côté de cela, il y ait une réponse internationale, des services de sécurité qui sont les polices, les forces armées des pays, mais surtout des services de renseignement. Et on le voit durant cette année, c'est que M. Abdel-Latif Mouchi, qui est en même temps patron de la DGSN et de la DGST, est toujours sollicité par les plus grandes autorités, que ce soit aux États-Unis, en Europe, pour particulièrement renforcer ce volet de la coopération internationale. Merci à vous, Monsieur Nizar Derdabi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école de guerre économique de Rabat et ancien officier supérieur de la gendarmerie royale. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée. On se retrouve demain.